Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode draft sur le micro libre de la chaîne YouTube du Foutu de A à Z. Et oui, on se rapproche de la draft. Chaque jour, on est de plus en plus près. Et toujours avec moi pour cet épisode, un nouvel épisode. On accueille Ryan de The Trick Play. Ryan Scout sur Twitter, Ryan Scout sur les fiches draft. Ils sont là, la team The Trick Play. Merci à vous encore, les gars. Merci à vous. Merci de nous suivre et merci de continuer à nous donner du love. Ça fait toujours plaisir. Bah ouais. Bah, tu connais mon amour, moi, pour l'équipe The Trick Play. C'est que du love. Nous, on a de l'amour pour tout le monde, hein, en vrai. Exactement. Il en faut pour tout le monde. Eh ben, on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on vous présente les defensive tackles. Et là, on va parler de gros bras, des gens qui aiment bien les contacts, les gens qui mettent des grandes claques, qui chopent les grilles de casque et tout ça. Là, on est dans les coins sombres, là. On est dans les coins sombres de la viande. On va parler de la viande. Donc, on y va et c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je coupe le jingle. C'est parti. Ryan, on va présenter Jerzan Newton de Illinois. L'année dernière, ils avaient déjà mis un joueur très très haut à Illinois à la draft. Et ben cette année, rebelote dans leur défense. Et le premier à l'avoir vu, le premier à avoir dit attention à Illinois dès l'avant-saison dernière, c'était Ryan qui a surveillé la défense d'Illinois parce que tu aimais déjà bien ce qui se passait là-bas. Et ben là, on repart sur un nouveau joueur, Jerzan Newton. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jerzan? Jerzan Newton, qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui si c'est que je pense que c'est le consensus numéro 1 à la position de defensive tackle. Il y a une espèce de mode là, ces dernières années là, qui a commencé à popper avec forcément un des meilleurs de tous les temps, Aaron Donald. Où la plupart des équipes commencent à rechercher en fait leur defensive tackle undersize. Donc undersize, c'est traduit en français tout simplement par en gros un gabarit un peu moindre que ce qui est attendu à la position d'habitude. Donc généralement, c'est des profils qui vont être un petit peu plus petits, un petit peu plus légers. Et vraiment, en fait, chacun a envie de trouver son Aaron Donald. On le voit, l'année dernière, c'était Kalijah Kancey. Cette année, c'est Jerzan Newton. Et qu'est-ce qu'il y a à dire si ce n'est que c'est très solide. C'est très solide. Il est capable d'impacter aussi bien le jeu au sol que de mettre la pression en situation de passe. Il a une bonne palette technique. Il est assez explosif. Une des choses qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est qu'en jouant dans ce système du Fighting Illini de Illinois, il a commencé à apprendre un des systèmes de lecture les plus compliqués à apprendre sur la transition à NFL ou même dans le football, qui est un schéma en 2 gaps ou 1.5 gap, c'est-à-dire qu'un joueur doit être capable soit de couvrir deux gaps de responsabilité. Ce qu'on appelle un gap de responsabilité, c'est les trous qu'il y a entre les O-line, c'est-à-dire que vous avez le centre, vous avez le guard, entre les deux, il y a un trou, c'est un gap. Un gap dont un joueur en défense doit être responsable, d'où le gap de responsabilité. C'est un des systèmes les plus compliqués à prendre parce que justement, il faut qu'un joueur soit capable de couvrir 2 gaps ou 1 gap et demi. L'incidence particulière qu'il y a dessus, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur sa lecture. Il faut être capable de lire correctement et d'agir en conséquence. Et ça, le coach ne peut pas le faire à la place du joueur. Un truc qui est bien avec Jerzan, c'est qu'il a déjà commencé à le faire dans cette défense d'Illinois. Et c'est quelque chose qu'on risque sûrement de lui redemander de faire en NFL parce que lui, pour le coup, il est clairement taillé pour ce système-là. Donc, il risque de jouer sur un front 30, un peu comme Aaron Donald. Encore une fois, on en parle, c'est ce délire un petit peu d'undersize. Là où moi, j'aime beaucoup Jerzan, c'est que contrairement à beaucoup de nouveaux types de defensive tackle qui se concentrent énormément sur le pass rush, comme je t'ai dit, lui, il est capable d'être impactant sur le jeu au sol. J'aime beaucoup ça. Maintenant, voilà, il a beau être très explosif sur certains jeux, j'ai encore un petit questionnement sur est-ce qu'il est capable d'être assez explosif pour jouer sur un front 40. Je pense que quand tu es premier de ta position, il faut quand même être capable de jouer dans tous les systèmes. Je pense qu'après un petit moment de transition, Jerzan sera capable de le faire.
Et je pense aussi qu'on risque de voir un joueur beaucoup plus explosif. Je me demande si en fait ce manque d'explosivité, c'était pas dû justement à cette lecture un petit peu particulière qu'il faut avoir dans ce genre de système. Donc j'attends de voir. En tout cas, Jerzan, c'est un joueur qui est prometteur. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que comme je te dis, vu que c'est un petit peu une mode de trouver ces defensive tackles un petit peu undersize, tu vois, chacun veut son defensive tackle undersize, chacun veut cette pépite, chacun veut son Aaron Donald. Et je vais dire la même chose que je vous ai dit l'année dernière avec Kalaï Kansi. Calmons-nous, calmez-vous. Je ne suis pas sûr que Jerzan, à l'instant T, soit un talent de premier tour. Et là, je sais que beaucoup de gens vont s'arracher les cheveux. J'ai vraiment un doute là-dessus. C'est un très bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur de football, mais vraiment, je pense que pour le coup, le système va être très important dans son développement. Je pense qu'il a besoin encore de travailler et le faire partir au premier tour en tant que defensive tackle numéro 1. J'ai peur que ça soit une marche un petit peu trop haute en termes d'attente. J'ai aucun doute sur le fait que Jerzan soit capable de répondre à ça, mais même s'il répond de fort belle manière en faisant une saison très solide, j'ai peur que des gens lui en demandent encore plus parce qu'il sera parti au premier tour. C'est un petit peu la même chose que Kansi l'année dernière où je voulais tempérer un petit peu les ardeurs des gens. Calmez-vous, vous ne trouverez pas d'Aaron Donald en fait chaque année. Il faut le prendre en considération. Vous allez avoir un joueur très solide. Juste tempérer un petit peu vos attentes. C'est tout ce que j'ai à dire sur Jerzan, mais en tout cas, joueur extrêmement solide et moi, je l'aime beaucoup. Non, c'est complet. Hein. Voilà, Ryan, il a tout dit. Il a dit exactement ce qu'il pensait. Ça n'enlève pas la qualité du joueur, ça n'enlève pas son talent. Mais aujourd'hui, des defensive tackles pour qu'ils soient draftés au premier tour, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit voilà, que ça domine et que ça explose tout. Et là, voilà, Jerzan, par rapport toi au système, par rapport à voilà, résumé à tout ce que tu as dit, aujourd'hui, voilà, ça peut être compliqué et ça peut-être pas lui rendre service de le drafter au premier tour. Ça apporte une pression, ça apporte voilà, c'est quand même des choses aujourd'hui qui rentrent quand même en compte. Et voilà, lui, il était à Illinois, donc bon, c'est pas non plus la plus grosse fac, la plus médiatisée, mais ça reste quand même une fac quand même qui joue des très très gros matchs. Hein, faut pas là-dessus, et qui a une très belle ambiance en plus. Mais voilà, à un moment donné, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent, à un moment donné, on peut pas dire, même si on adore le jeu, on peut pas dire, voilà, c'est un premier tour sûr à 100% parce que, ça et ça et ça, mais à un moment donné, il y a d'autres joueurs et d'autres positions peut-être plus aussi importantes, voire plus importantes et que, les franchises ont besoin et ça serait vraiment un mec qui aurait tout explosé et qui serait, voilà, je vais dire, top 5 des meilleurs joueurs de la draft, voilà, tu le dirais. Mais aujourd'hui, pour toi, voilà, c'est sa limite et ce qui fait que c'est peut-être pas voilà un premier tour et qu'il faut pas s'affoler et que on le trouvera et que vous draftez de second tour, ça sera très bien et votre franchise aura fait du bon boulot quoi. Après, voilà. après ça, Joe, ça reste que mon avis, tu vois. Moi, en tant que bien sûr, si demain j'étais GM, par exemple, j'aurais une valeur de second tour sur ce mec-là. Maintenant, comme ça a été le cas l'année dernière, et je continue le comparatif un petit peu avec Kalaï Kansi, je ne serais pas étonné de le voir partir en fin de premier. Tu vois, après le choix 25, bon, voilà, une équipe a envie de se choper son petit DT, machin, elle va le chercher, il aura un peu moins de pression, tu vois, ça sera un choix de fin de premier tour. J'espère que sa fanbase lui laissera le temps, tu vois, de se développer, comme c'est le cas en fait cette année avec Kansi aux Bucks, tu vois. Mais par contre, le truc qu'il faut se dire, c'est que pourquoi Kansi il a pu se développer correctement cette année, c'est parce que sur la ligne défensive des Bucks, tu avais un mec comme Vita Vea, qui est déjà en fait l'encre, tu vois, défensive, qui vient bouffer les espaces et qui permet justement à ton jeune de bien travailler. Moi, c'est juste ça avec Jerzan. J'ai peur que des gens s'enflamment un petit peu. Là, ces derniers temps, je vois son nom recommencer à chuter un petit peu en fin de premier. Ça me va un petit peu plus. J'ai peur qu'une équipe en fait le prenne trop tôt et que ça crée des attentes irréalisables en fait pour le joueur. Après, si c'est une équipe, imaginons, je dis une bêtise, c'est une équipe qui recule de fin de premier tour, qui recule de 2, 3, 4, 5 places et qui disent on est trop haut pour aller chercher ces joueurs, mais qu'on recule un petit peu puis qu'on rechoppe quelques tours de draft en plus.
et ben là, c'est tout bénef et tu vas chercher ton defensive tackle, c'est très bien aussi hein, là-dessus. Le truc que tu estimes et qu'on peut estimer aujourd'hui sur Jerzan, c'est que voilà, c'est pas un top 15 de voilà, ça serait pas un top 15 de la draft et voilà, là par contre, il faut dire les choses. Mais comme tu dis, après, entre 20 et 32, si c'est une calculé de 3-4 places ou de 2 places et qu'il va le chercher parce que bah, c'est le joueur qu'il voulait, style par exemple, j'ai une bêtise, mais peut-être les Cardinals ou n'importe quelle équipe, mais voilà, qui recule un petit peu et qu'on 2 choix au premier tour et qui recule un peu pour aller le chercher, ben voilà, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Voilà. Je pense qu'on a été complet sur Jerzan. N'hésitez pas à nous dire si je raconte des saucisses, faut pas hésiter à me le dire. Voilà, je suis pas un spécialiste, je suis un passionné, mais pas un spécialiste. On passe au joueur suivant et on va parler je ne l'aurais pas cru qu'il serait aussi haut après le scouting de Ryan parce que on est toujours plus dur avec les siens. Et on va parler de Rook Orororo, qui est un super joueur à Clemson que j'ai aimé à regarder jouer. Mais voilà, Ryan m'avait dit, il sera très haut dans mon board à un moment donné. J'ai dit, peut-être. Moi, je voyais pas tout ça. Mais je fais plus confiance à Ryan qu'à mon coup d'œil. Et voilà, parle-nous de Rook, ce que tu as trouvé chez Rook exactement. Ryan, vas-y, je te laisse en parler. Bah, écoute, je pense qu'avec Rouquet, je suis un petit peu biaisé dans le sens où, je te le dis, hein, toi, tu es au courant. Moi, dans mon board à moi, le numéro 1 au poste de defensive tackle, c'est Rouquet. Pareil, il y a des gens à qui ça va faire s'arracher les cheveux parce qu'on est sur un joueur qui est extrêmement raw, extrêmement brut, qui a besoin encore de beaucoup d'un bon coup de polish. Tu vois, il n'est pas encore prêt. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu brouillonnes dans son jeu. Mais je pense que je suis biaisé parce que, en fait, dans sa façon de jouer, il me rappelle tellement un joueur que j'ai adoré qui est Ndamu Kongsu. Rouquet, c'est pour moi un joueur qui est âgé, donc il ne sera pas defensive tackle numéro 1 parce que les GM vont chercher des mecs un petit peu plus jeunes. Il va être un petit peu contraint aussi par le système dans lequel il est capable de jouer. Moi, actuellement, je le vois vraiment comme une Tech 3 sur une ligne, sur un front 40. Je pense qu'il sera capable de se développer à terme en tant que defensive end sur une 30, donc qui est un petit peu le même poste que Jerzan dont on vient de parler. Mais ça a été vraiment, quand je me suis posé devant les tapes de Rouquet, je me suis dit, mais en fait, il a ce que je cherche chez un defensive tackle. Solide contre la course, extrêmement destructeur. On en parlait sur l'épisode des Edge à un moment avec Chop Robinson sur cette capacité à créer le chaos. Rouquet, c'est un joueur que tu ne peux pas laisser seul. Tu ne peux pas le mettre face à ton O-line le plus faible parce qu'il va le détruire. Il a des capacités athlétiques qui sont terrifiantes. Et tout ça, c'est en sachant que, comme je vous dis, il est encore très brut. C'est-à-dire que tout ne clique pas encore dans le jeu de Rouquet. Et malgré tout ça, il a été capable de produire sur des jeux de passe. Il a été capable de produire sur des jeux de course. Il a été capable de détruire des situations de 2 contre 1 où il prenait la double team et il la faisait exploser, littéralement. Extrêmement explosif sur son take-off. Il montre en fait déjà des déplacements au niveau de son footwork, de placer son corps dans certaines situations de jeu qui sont des moves de vétérans. Tout ça en sachant que justement, c'est là où je veux en venir sur l'âge. Rouquet a beau avoir 23 ans déjà, il a connu le foot très tard. C'est-à-dire que c'est un mec qui est né sur le continent africain, il vient du Nigeria, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 6 ans, Rouquet ne savait pas ce que c'était un ballon de foot US. Et ça, il faut le penser. C'est-à-dire que tout le monde rêve, tout le monde bave devant des joueurs de 21 ans, mais les joueurs américains de 21 ans connaissent le foot depuis 21 ans. Pour la plupart, ils ont commencé en pee-wee, ils ont commencé quand ils avaient 5-6 ans à jouer au foot. Rouquet, il y a 6 ans, ne savait pas ce que c'était un O-line. Il ne savait pas ce que c'était une stance, il ne savait pas ce que c'était un D-line, il ne savait pas ce que c'était un gap de responsabilité. Voir le niveau qu'il a aujourd'hui après 6 ans en fait, de foot, c'est assez ouf. Le mec était titulaire sur la ligne de Clemson, un des plus gros programmes, qu'on le veuille ou non, du college football. Dabo Swinney, je ne l'aime pas, je ne le porte pas dans mon cœur, mais ça reste un très grand coach du college football. Un joueur avec seulement 6 ans d'expérience était titulaire sur sa défense et a été capable de produire. Donc en fait, vous arrivez avec un joueur de 23 ans, mais qui finalement, en tant qu'expérience, n'a que 6 ans
Sur ces 6 ans, il n'a pas été titulaire immédiatement. Donc, en fait, il est encore frais. Il a un développement qui va être peut-être plus tardif que des joueurs de 21 ans. Mais en même temps, sa marge de progression peut être beaucoup plus importante. Et je vous dis, je pense que je suis vraiment biaisé sur Rouquet parce que je vois vraiment des similitudes dans son jeu avec Sou, qui est pour moi un des meilleurs de tous les temps. Mais pour moi, c'est mon defensive tackle numéro 1 de la draft. Et j'en démordrai pas, malgré son côté raw, malgré le fait que parfois il puisse faire quelques erreurs. Encore une fois, je veux que vous le matraquez pour que vous compreniez. Il y a 6 ans, il ne savait pas ce que c'était que le football. Il est venu aux États-Unis et aujourd'hui, c'est un titulaire indiscutable de la ligne de Clemson. Et il montre des choses qui, pour si peu d'années d'expérience, sont vraiment plus impressionnantes que ce qu'un mec comme Jerzan Newton peut me montrer, par exemple. Mais je sais que pour certains, ça va être, je vais marcher sur la tête parce qu'il n'y a pas eu le matraquage médiatique. Parce que voilà, on vous dit depuis le début de l'année que Jerzan Newton, c'est top defensive tackle. Depuis un mois, on vous dit qu'il y a d'autres noms qui sont plus importants. Et Rouquet, il est en train de chuter et chuter et chuter parce que il est trop vieux et parce que ceci et parce que cela. Mais je vous dis que ce mec-là, s'il tombe pareil dans le bon environnement, dans le bon schéma, il pourrait vraiment se révéler 1 an, 2 ans max, et ça peut devenir un des mecs dont on va parler en fait en NFL. Ça peut être un mec qui peut être titulaire pendant 6-7 ans, facile, et dominer à la position, et j'aurais aucun doute sur ça, tu vois. Ok. Bah, de toute façon, il fait partie du meilleur programme de college football, donc c'est normal, ça aide. Ah, fallait que je la glisse, celle-là. Fallait que je la glisse. Non, mais voilà, moi, j'adorais le joueur, hein. Clemson, je vais pas vous mentir que voilà, il nous a sorti de très grands matchs à Clemson. Voilà, les 2 dernières saisons à Clemson sont plus compliquées que les années précédentes, mais ça fait partie aussi du cycle, hein. C'est normal, ça tourne. Il y a des équipes qui restent hautes. Voilà, moi, c'était moins bon à Clemson ces 2 dernières années. Mais voilà, pour dire que voilà, Rook, moi je le voyais pas aussi haut que ça parce que comme je vous dis, on est toujours plus dur avec les siens. Je pensais que voilà, c'était un très bon joueur là-dessus, j'en démordrai pas. Comme dit Ryan, c'est un mec quand tu sais son histoire, il est arrivé du Nigeria et tout, voilà, le mec comme tu dis, ça fait 6 ans qu'il a pas joué, qu'il connaissait pas le foot, à la vitesse qu'il s'est développé, la vitesse qu'il a appris à jouer, comme tu dis, à apprendre les schémas de jeu et tout ça. À un moment donné, c'est que le mec, déjà, niveau IQ, déjà, la tête est bien faite. Déjà, ça aide aussi. Et voilà. Donc, moi, je vais pas en rajouter plus que toi, Ryan, mais voilà, j'adore le joueur et voilà, je pense qu'il fera le bonheur d'une franchise en NFL. Et pourquoi pas, comme a fait le choix de Valentin dans la mock draft The Triplet 2.0, la dernière, et ben il l'a choisi en 32e position pour Kansas City. Et je me dis, lui puis Chris Jones sur la même ligne, ou pour faire souffler un peu Chris Jones, ça serait tout simplement parfait. Il y a un moment où ça va commencer à pas être drôle, tu vois. Mais bon, voilà, j'espère que voilà, il tombera dans une bonne franchise, qu'il laissera aussi se développer un petit peu parce que il a besoin aussi d'avoir confiance en lui. La première saison, on voyait bien que c'était un peu plus compliqué. La deuxième, voilà, le temps qu'il prenne confiance en lui. En plus, on a eu un changement de coaching staff et tout ça. Il y avait un nouveau cordeau défensif à Clemson, Wes Godwin. Et du coup, là, il a fait la saison complète, la 3e avec lui, et on a vraiment vu un axe de progression, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que vraiment il tombera dans la bonne franchise. Tu parles de confiance, mais c'est même pas que ça. C'est que, encore une fois, il faut se dire qu'il y a 3 ans, il connaissait le foot que depuis 3 ans. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est outre la confiance, c'est que il y a 3 ans, le mec connaissait le foot depuis 3 ans. Et je peux t'assurer que tu as des mecs, au bout de 3 ans de foot, ne dominent pas comme ça. Même à des niveaux beaucoup plus faibles, comme ça peut être le cas chez nous en France ou quoi. Un mec qui a 3 ans dans les pattes, il joue pas au niveau de Rouquet, tu vois. Et c'est ça, c'est au-delà de la confiance, c'est tout simplement que le mec a appris un sport, en fait. En 6 ans, il s'est imposé comme un des meilleurs defensive tackles du pays. Faut process l'info, voilà. en fait, tu vois. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir poser les questions à Ryan sur Twitter. Il vous parlera de Rouquet, comme il l'appelle. Moi, je dis Rouk, mais il l'appelle Rouquet, donc on va garder Rouquet.
Allez, on passe au suivant. On passe à Brandon Fisk. Et là, on est du côté des Séminoles. Pareil, un gros défenseur, voilà, qui était à côté de Jared Verse. Donc, vous imaginez un peu la défense que ça faisait. Ils n'ont pas été invaincus pour rien aussi. Leur attaque était bonne, mais leur défense a fait une saison monstrueuse. Et voilà, Ryan, je te laisse parler de Brandon parce que c'est aussi un vrai bon joueur de foot. Ouais, c'est clair, très bon joueur de foot. Maintenant, le problème de Brandon, ce qui va le faire un petit peu chuter, je pense, c'est qu'il commence à être un peu âgé. Il est arrivé tardivement à Florida State. Lui aussi, c'était un transfert. Avant ça, il était à Western Michigan, je crois. Il faudrait que je vérifie. Donc, en gros, il vient d'une fac qui était beaucoup plus petite. Et donc, il est passé sous le radar un petit peu de beaucoup de gros programmes, je pense. Mais voilà, Braden Fiske, si son âge va le faire chuter un petit peu, autre chose qui va le faire remonter, c'est sa capacité à rusher le quarterback. C'est une petite boule de démolition, extrêmement explosif sur son premier pas. Je lui ai noté un swim move. Donc swim move pour ceux qui regardent un petit peu la NFL d'un œil mais qui ne connaissent pas forcément le nom des techniques, c'est quelque chose que vous voyez assez souvent. C'est le fait de, quand vous voyez un D-line qui en fait passe son bras par-dessus un autre joueur, un peu de la manière d'un nageur, c'est pour ça qu'on dit swim. C'est le swim move tout simplement. Après, il y a plusieurs déclinaisons différentes, mais donc c'est un move que en fait vous voyez très souvent. Je lui ai noté un swim move qui est excellent, qui est vraiment dévastateur. Ça sort extrêmement vite, ça sort de manière très explosive. Il est vraiment capable aussi d'avoir un impact sur le jeu de course encore grâce à cette explosivité qui est assez folle. Mais voilà, son âge va le faire chuter un petit peu. Il y a son envergure qui n'est pas extraordinaire aussi. J'avais l'impression qu'il avait souvent des petits bras. Je lui ai noté un petit côté T-Rex qui parfois pouvait le mettre vraiment en galère. Le fait de ne pas réussir à créer assez de séparation, ça jouait beaucoup sur sa lecture de jeu. Parfois, il se retrouve un petit peu empêtré dans le trafic et qu'il a du mal. Il va falloir bosser aussi sur sa capacité à affronter les doubles teams, donc à être capable d'encaisser les 1v2 sans trop se faire reculer, parce que parfois il a quand même souffert sur la saison à cause de ça. Mais en tout cas, le mec, en fait, dès sa première année, je pense qu'il est capable de jouer Tech 3, donc sur un front 40. Il est capable de jouer D-end sur un front 30. Il l'a montré à Florida State dans certains packages. Il est capable de mettre beaucoup de pression et de faire écraser la poche de l'intérieur. Et ça, c'est une ressource qui est assez grande, je pense, pour beaucoup de corps de def maintenant en NFL. Comme je vous dis, tout le monde recherche un petit peu son defensive tackle pass rusher, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, on mettait souvent en avant la capacité d'un defensive tackle à être très bon contre la course. Maintenant, c'est avant tout soit très bon contre la passe, et à côté de toi, on te mettra un espèce de gros monstre qui, lui, va s'occuper que de défendre la course. Et ça, Braden est capable de le faire. Donc vraiment, moi, c'est un profil que j'aime énormément, Braden Fisk. Mais je ne serais pas étonné de le voir glisser un petit peu, comme je vous ai dit, à cause de son âge, à cause de sa taille de bras. Peut-être aussi du fait qu'il ne bénéficie pas forcément d'une hype aussi forte que des profils qu'on va retrouver après. Mais c'est à mon sens justement un problème qu'il a su bien contrer en faisant un très bon combine. Il y a beaucoup de médias qui ont relayé sa performance au NFL Combine en disant que c'était le gagnant du jour chez les defensive tackles. Donc je suis très content pour lui et j'espère qu'il tombera dans le bon environnement, parce que c'est vraiment un joueur que j'aime bien et je pense que dès son année 1, il peut avoir déjà un rôle assez important sur certaines D-line dans le pays. Ok, c'est complet. Donc je confirme, j'ai vérifié pendant que tu parlais. Il était bien chez les Broncos de Western Michigan auparavant. Voilà, donc c'était complet. Voilà, non, mais joueur, voilà, c'est. Moi, j'ai toujours du mal avec ça, avec les joueurs un peu âgés et tout. Pour moi, le mec, s'il est bon, qu'il soit âgé ou pas, voilà, je fonctionne pas comme la plupart des GM. Je me dis que le joueur, s'il est bon, je le prends, point. Mais après, je peux comprendre qu'il y en a qui regardent, comme tu dis là, le mec arrive, il a 21 ans, lui, il a déjà 24. Et en 3 ans, les mecs de 21 ans, ils vont déjà aller plus vite. Ils vont progresser, je veux dire. Et c'est ça le problème. Mais voilà. C'est surtout ça le truc. C'est pas tant l'âge qui dérange, je pense, les GM
c'est surtout le plafond potentiel. C'est Et ça. je pense qu'avec Fisk, par exemple, je pense qu'il est pas loin, tu vois, d'avoir atteint son potentiel max. Quoique, après, tu peux peut-être te dire qu'avec un petit développement en run stop, il pourrait encore progresser un petit peu. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Braden Fisk, je pense pas que d'ici, allez, 4-5 ans, ça devienne un des noms majeurs, tu vois, en Ouais. NFL. Mais c'est le genre de mec qui va rester là et qui sera spécialisé, entre guillemets, sur son pass rush. Tu vois, tu auras ton DT qui va tourner à 4-5 sacs par an, qui sera capable de mettre la pression pour faire fuir un petit peu les QB, qui aura un rôle, en fait, tu vois, très défini. Mais à moins qu'on se plante tous et que vraiment le mec finisse par progresser énormément et devienne un multiple pro bowler, j'ai beaucoup de mal à le voir devenir justement, tu vois, multiple pro bowler. Je pense que son Ouais. plafond est pas loin d'être atteint. Mais comme tu dis, en fait, ton plafond, c'est bien, mais là, moi, année 1, j'ai besoin d'avoir ce profil-là sur ma D-line. Tu te dis au second tour, tu vois, second tour, Ouais. troisième tour, il sera plus là, je pense, mais au second tour, pourquoi pas? Tu sais que le mec va t'apporter du pass rush, il est très solide, il est capable parfois de vraiment flasher. Il n'a pas peur d'aller au contact, il va aller se mouiller s'il faut. C'est pas le meilleur en run stop, mais en même temps, il y va pas à reculons, tu vois, il se la tue sur tous les jeux. Bah ouais, ce genre de profil-là, il va peut-être pas progresser énormément, mais en fait, le mec, il y a moyen qu'il soit mon titulaire pendant quelques temps, tu vois. Donc, Ok. c'est pareil, c'est l'évaluation que tu peux faire de tes joueurs qui diffère en fait d'un GM à un autre. Moi, j'ai pas ce côté obnubilé par le potentiel à tout prix. Tu vois, oui, il y a des joueurs chez qui je vais rechercher du potentiel. Il y en a d'autres où je sais que c'est important d'avoir des mecs qui cimentent un peu ton effectif. Et je pense que Braden Fisk, c'est le genre de mec qui peut cimenter une D-line. Tu vois, il te manque 7 pièces capables de t'apporter un petit pass rush. Tu as déjà le reste, tu as déjà tes edge, tu as déjà une escouade de linebacker qui est très forte, tu as déjà un gros defensive tackle qui fait le taf justement en run stop. Mais tu vois, pendant tes matchs, tes edge, ils se refont pousser sur l'extérieur et en fait, le QB step dans sa poche et tu n'as jamais cette pression intérieure. Tu vois, à chaque fois, le mec te bat de la même manière. Tes edge font le taf, mais le mec step dans sa poche. Step dans sa poche. Si tes edge s'amusent à rentrer à l'intérieur pour essayer de contrer ça, le mec se barre à l'extérieur. Bah non, là, tu peux dire à tes edge, gardez l'extérieur parce que tu sais qu'à l'intérieur de la poche, bah, tu auras Braden qui va mettre une pression, forcer le QB à roll, et là, tes edge, en fait, leur taf tout de suite devient beaucoup plus important. Tu vois. Bien sûr. Ou alors avoir la petite main qui sort au bon moment pour aller taper la main du QB. Ce qui fait que tu as une passe toute claquée. Et là, en fait, ton escouade de linebacker très forte en couverture, mais qui pendant 3 ans faisait rien comme stat, bah là, en fait, tu vas commencer à avoir des petites interceptions par-ci, des petits fumbles par-là. Tu vois, c'est le genre de profil de joueur qui peut cimenter ton truc, même s'il n'a pas un plafond extraordinaire. Bah, j'aime bien ce côté-là chez Fisk. Comme je te dis, très explosif, très bon sur le pass rush. Ouais, et puis c'est un mec, par exemple, qui va peut-être tomber dans une équipe où il y a déjà des defensive tackles, mais en troisième tentative, le mec, il est obligé de passer. Le QB, tu sais que la pression, elle peut être mise et c'est le mec qui peut t'apporter. Il en faut des joueurs comme ça qui rentrent, par exemple, qu'en troisième tentative ou quatrième, parce que il faut mettre la pression sur le QB et tu as besoin de joueurs comme ça. Et moi, je me dis, voilà, au moins, tu as le joueur qui est sûr. Bien sûr, on progresse à tout âge, mais il y a certains plafonds que tu peux plus pousser plus loin, mais tu progresses quand même à tout âge. Mais voilà, moi, c'est plus ça que je dis, c'est qu'en fait, tu progresses à tout âge, mais on sait qu'en NFL, les carrières sont très très courtes et comme tu dis, voilà, en fait, ça dépend voilà, c'est du cas par cas, ça dépend ce que cherche la franchise. Si c'est un jour vraiment à développer que tu as le temps, tu peux drafter un jeune, on va dire un mec qui a 21 ans. Pour moi, si c'est un mec, si c'est une franchise qui a besoin d'un defensive tackle pour les 2-3 ans, tu prends Brandon et tu es sûr d'avoir à peu près une valeur sûre, quoi, on va dire. C'est plus ça. Voilà. Ok, c'est complet. On va passer au suivant. Et là, on va parler d'un mec qui est très, très, très hypé, qui est très haut, je pense, sur certains boards. Et on va parler de Byron Murphy, des Texas Longhorns.
Ryan, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu dis si je dis une bêtise, mais il me semblait qu'il avait été monté très très haut sur certaines mocks, du moins très haut. Fin de premier tour, ouais, il est monté très haut, quoi, voilà. Ah, il est monté très haut dans certaines, on l'a même vu en moitié de premier tour, donc non, il est monté très haut. Et tu vois, j'en parlais, lui, c'est un petit peu l'opposé de ce que peuvent être, par exemple, un rookie Ororo ou Braden Fisk, c'est-à-dire que Byron Murphy, pareil, c'est un joueur qui a découvert la position de defensive tackle très tard. Donc lui, pour le coup, il connaissait le football, mais il est passé par plein d'autres postes avant, je sais plus, je crois fullback, un délire comme ça, je sais plus exactement. J'ai plus les postes sous les yeux, mais en fait, il a fini par s'installer en tant que defensive tackle dans cette D-line des Longhorns, et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez sa taille n'est pas extraordinaire. De base, c'était pas un defensive tackle. Il a pris du poids pour pouvoir jouer cette position, mais malheureusement, on peut gagner et perdre du poids, mais de la taille, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, ouais, vraiment, je pense que lui, pour le coup, son cas est un peu particulier parce que d'un côté, il jouit d'une grosse hype du fait qu'il joue pour Texas, du fait que forcément, vu que c'est un ancien poste autre que defensive tackle, il a une explosivité naturelle qui est assez impressionnante. Il est parfois capable de faire de gros flashs de talent où vraiment tu vois l'action, tu te fais waouh! Et c'est des choses qui comptent, tu vois, à l'ère où on est aujourd'hui, tu vois, ces actions highlight et tout. Mais à côté de ça, en fait, il a mis du temps avant d'avoir sa hype. Toute la saison, on parlait beaucoup de Tevondre Sweat, qui est donc le deuxième defensive tackle de Texas, qui a un profil complètement diamétralement opposé à ce qu'est Byron. Byron, c'est vraiment donc un talent qui est très brut, vraiment un petit diamant à polir, et il jouit enfin de la hype qu'il mérite. Pour moi, vraiment, la star, la position de defensive tackle à Texas, c'était pas Sweat, c'était Murphy depuis un moment. Mais il ne faut pas oublier que le joueur, voilà, je crois qu'il a 2 ou 3 ans d'expérience sur la D-line. C'est encore très jeune. On en parlait tout à l'heure avec Rouquet. Il est littéralement encore en train d'apprendre la position, tu vois. Le truc qui est bien pour lui, par contre, c'est son âge. Je crois qu'il a 21 ans. Il va aller sur ses 22. Ou bien il a 22, il va sur ses 23. Je ne sais plus exactement. Mais en gros, c'est un joueur qui est encore assez jeune. Tu as le temps de le prendre pour travailler. Mais moi, je le classe vraiment comme projet. Et j'ai l'impression que les attentes qui sont faites de lui, c'est titulaire, tu vois, dès l'année 1 titulaire, et le mec va performer parce que waouh, Byron Murphy. Et encore une fois, je le disais avec Jerzan, calmez vos attentes envers certains joueurs. Byron, si vous attendez genre la pépite, la star au poste de defensive tackle, vous allez être déçu parce qu'il est encore en train d'apprendre, il a encore beaucoup de défauts. Oui, il est très explosif. Oui, il est capable d'être impactant sur le pass rush. Mais pour moi, c'est même pas sa qualité première. Je l'ai trouvé vraiment meilleur en run stop. Et comme je vous dis, il a encore énormément de défauts. Un truc que moi, je lui ai noté, c'est qu'il attaque ses jeux quasiment jamais avec les bras tendus. Il crée très rarement de la séparation. Très souvent, il se contente d'aller éclater en fait les mecs d'en face en gardant les mains collées contre le corps, sauf que du coup, il n'a pas de séparation. À cause de son petit gabarit, il a parfois du mal à sécuriser les plaquages en étant engagé dans les blocs. Dans la tackle box, c'est-à-dire entre les deux tackles, dans cette espèce de zone là, ce trafic, très souvent, il n'a pas la bonne technique de plaquage, donc il a raté pas mal de plaquages. Pareil, c'est un truc qui va devoir changer en NFL. Sa lecture n'est pas extraordinaire. Il n'a pas forcément autant d'expérience que des mecs qui jouent defensive tackle depuis 5-6 ans, qui ont commencé au lycée. C'est vraiment un projet. Byron Murphy, c'est un projet. C'est pas le defensive tackle le plus jeune de la draft, c'est pas le plus vieux non plus. Mais donc, il faut tempérer. Quand je vois des moitiés de premier tour pour Byron Murphy, je suis en mode non, les gars, non. Je suis désolé, en termes de performance sur le terrain et même de plafond, je suis pas sûr qu'il mérite ce talent-là. Et pareil, je vais encore passer pour un ovni parce que moi, tu as vu, finalement, là, dans mon ranking des defensive tackles, il est que 4e derrière des noms. Je te dis, tu as des mecs qui vont voir Rouquet Ororo au-dessus de Byron Murphy, ils vont se dire ah, tu connais rien au football. Tevondre Sweat, il est où, tu vois? Je peux l'entendre. Faites-vous votre avis, allez voir les tapes. Si vous kiffez le joueur, allez le prendre top 10 de la draft, je m'en tape. Moi, je vous dis qu'à l'instant T, Byron a encore beaucoup de travail à faire sur son pass rush. Sa palette technique est vraiment pas belle. Comme je vous dis, c'est surtout des mouvements en puissance, c'est vraiment son explosivité, le fait qu'il dégomme le mec d'en face, plus qu'un vrai travail technique. Ça, pareil, c'est des choses qui passent en college football. Quand tu arrives en NFL, c'est plus les mêmes gabarits, c'est plus la même puissance, c'est plus la même technique, c'est plus la même expérience.
Tu as des mecs qu'on trouve très moyens en NFL qui, parce qu'ils ont 5-6 ans d'expérience, vont être capables d'éteindre Murphy sur un match. Et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage de la position. Mais je vous dis, calmez vos attentes sur Byron Murphy. Je pense qu'il va vraiment partir en fin de premier, deuxième tour. Moi, je l'ai mis par exemple dans mon classement des defensive tackles ou dans mes tiers. Il est que tier 3. Je le vois partir Moi, personnellement, je n'irai pas le chercher avant la fin du deuxième. Tu vois. Et je sais que des gens vont sauter au plafond, mais c'est la valeur que je lui donne à l'instant T. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, il y a le côté schéma, le côté système, où là, je pense que Byron, avec un petit peu de séances vidéo, avec un bon coaching, je pense qu'il pourrait s'intégrer partout. Son petit côté un petit peu undersize, mais avec un bon poids, fait que il peut jouer, selon moi, en Tech 3. Il a l'explosivité pour le faire. Vu ce qu'il montre en qualité sur le run stop, je pense qu'il est très capable de jouer en Tech 1, c'est-à-dire en tant que nose tackle. D'ailleurs, chose à noter, c'est que à Texas, sur certaines situations, c'était même lui qui était en technique 0. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la technique 0, c'est le nose tackle que vous imaginez dans votre tête, c'est-à-dire les énormes gabarits à la Vince Wilfork, pour ceux qui connaissaient aux Patriots, où tu le mets en face du centre et la seule indication que tu lui dis, c'est explose le centre et force un des guards à venir aider. Le nose tackle que vous imaginez dans votre tête, ce rôle-là, la défense de Texas, le cordeau défensif de Texas, le donnait à Byron Murphy. C'est-à-dire que c'était Byron Murphy qui était Tech 0 et Tevondre Sweat, le nose tackle qui est énorme, qui n'est pas extraordinaire sur pass rush, il se retrouvait décalé. C'est pour vous dire à quel point en run stop, il est impressionnant. C'est lui qui avait cette responsabilité-là de cimenter le jeu au sol. Donc, j'ai aucun problème à le voir en Tech 3, en Tech 1. Sur certains packages, en situation de passe, je pense à des dime packages où il n'y a que 3 D-line sur le terrain, avec énormément de DB, justement, on peut se permettre de laisser Murphy sur le terrain en Tech 0 parce qu'il sera capable, avec son explosivité, d'à la fois cimenter le jeu au sol, mais vu que c'est une situation de passe évidente, d'aller chasser le quarterback avec 2 autres edge rushers, avec seulement 3 gars sur la ligne. Et donc, que ça soit sur un front 40 ou sur un front 30, je pense qu'il aura sa place. Le côté Tech 0, oubliez-le dans des packages plus défense au sol. Je pense que s'il joue sur un front 3, dans ce genre de situation-là, il sera beaucoup plus impactant en tant que DN. Le Tech 0, gardez-le vraiment sur les situations de passe évidentes. Donc Byron, c'est vraiment... Il y a du talent, il y a beaucoup de potentiel, mais pour moi, c'est vraiment un projet, c'est un truc qui va devoir être bossé sur le long terme. Je pense qu'en année 1, il pourra déjà avoir une certaine importance sur la défense au sol de votre équipe. Il sera capable en fait d'encaisser les chocs de O-line NFL et d'être impactant sur jeu au sol. Je pense que sur le pass rush, son année 1 reste d'être un peu plus compliqué. Je pense qu'on le verra peut-être moins sur des situations de passe par contre. Mais donc voilà, très bon joueur. Attention à ne pas aller le chercher trop tôt. Et si votre équipe va le chercher tôt, calmez vos attentes sur le joueur. Attendez-vous à ce qu'il y ait une courbe de progression qui peut potentiellement être importante. Vous attendez pas à le voir à 5, 6, 7 sacs dès sa première année. Je pense que vous risquez d'être vachement déçu là-dessus. Ok, c'est complet. Je rajouterai rien sur Byron Murphy. Tout ce que je peux dire, c'est que Ryan vous a décrit vraiment tout ce qu'il fallait chez lui. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi, voilà, je t'écoute. Là, je suis pas assez. Je ne l'ai vu jouer, mais je connais pas assez le poste. Et là, je suis. Ouais, faites confiance. Voilà. Après, si votre franchise va le chercher trop, c'est peut-être pas lui rendre service non plus. Ça va ajouter une pression supplémentaire. Par contre, voilà, si vous êtes sûr d'aller le chercher, deuxième tour, votre franchise fera du bon boulot, aura le temps de le faire progresser. Il aura le temps d'apprendre avec eux aussi des joueurs d'expérience, des coaching staff, ça sera hyper important. Et voilà, j'espère que pour lui qu'il tombera dans le bon système et au bon endroit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. On passe au suivant et au dernier joueur des defensive tackles. Et Ryan va nous parler de McKinley Jackson de Texas A&M, les Aggies, l'équipe de sec. Vas-y, Ryan, parle-nous de Texas A&M qui avait fait des classes de recrutement exceptionnelles, qui voulaient tout éclater et ils sont... et qui avait une fraude en tant que coach.
Voilà, tout simplement. Et voilà, il s'est passé des choses incroyables. Ryan, je te laisse présenter McKinley Jackson. Mais pas de souci. Et ouais, justement, tu as bien fait de le dire, un mec de SEC. Et en fait, si je t'ai donné McKinley, c'était juste pour représenter la SEC, parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop de mecs de ACC dans l'épisode. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment c'est un mec qui me plaisait beaucoup, déjà en début de saison. Mais plus je regardais en fait de defensive tackle cette année, et plus je me suis dit que ouais, il aurait un profil de sleeper assez intéressant. McKinley Jackson, oubliez tout ce qu'on disait à propos du pass rush, tout ça. C'est pas là où j'ai envie de le voir évoluer. Lui, pour le coup, c'est plus un nose tackle, c'est-à-dire que tech 1 sur un front 30 et tech 0 sur un tech 1 sur un front 40 et tech 0 sur un front 30. Vraiment, là où il brille, McKinley, c'est sur le run stop. Il est impressionnant. Vous voyez là un petit peu une taille. Il n'est pas très grand. C'est quand même un bon bébé, 325 pounds. Il faut les bouger. Sauf que ce que je kiffe avec McKinley, c'est que justement, il a fait de cette faiblesse, donc cette petite taille, une force. Malgré le fait qu'il soit à 6'2, il a un angle de puissance qui est très très bon. Il joue très bas. Donc forcément, déjà qu'il est petit, si en plus il joue bas, bah, quand il se retrouve face aux colosses qui avaient en sec, qui font tous 6-5, ça force les mecs à jouer plus bas, à les sortir de leur zone de confort. Ils sont pas à l'aise. Et en fait, c'est là que McKinley brille. Extrêmement explosif. Vraiment, il a un premier pas qui est terrifiant. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est lui qui contacte initialement le O-line. Tu vois, sur le premier pas, c'est souvent lui qui impacte en premier. Il est très fort pour ça. Comme je t'ai dit, il reste bas, il les explose à l'impact. Très très bon pour lutter contre les double teams. Ce qui franchement, la première fois que tu le regardes, tu vois son petit gabarit et tout, tu te dis il va se faire démonter en 2v1. Bah non, le mec il arrive très souvent à éclater le double team. Il n'hésite pas du tout sur les plaquages, il a une bonne technique de plaquage. Parfois ses petits bras lui coûtent quelques plaquages dans la tackle box, mais il est très volontaire et généralement quand il pose la main sur le QB ou sur le porteur de balle, il réussit son plaquage. Il joue avec une certaine une agressivité, mais pas juste agressif pour aller taper le mec, mais vraiment ce côté, il a un truc à prouver, en fait, quand il joue. C'est-à-dire que tu vas lui envoyer une double team sur lui, il va le prendre comme un affront. C'est-à-dire, il va dire: «Ah ouais, genre toi tu veux me bloquer à 2, bah on va voir». Et je kiffe ça. Et en fait, c'est un nom, bah, de par ses stats, de par le fait que, ce soit pas un pass rusher extraordinaire, de par le fait que ce soit un nose tackle, ce qui est un poste qui est absolument pas star dans la NFL moderne, alors que pourtant Dieu sait qu'ils sont importants. Je le vois partir facile au 3e ou au 4e tour, sauf qu'en fait, le mec peut littéralement être ton titulaire nose tackle pour, bah, pareil 5, 6, 7 ans. Et je pense que, vu ce qu'on va lui demander de faire, il est capable de le faire dès son année 1. Donc choper un titulaire qui est capable de cimenter ton jeu au sol de manière vraiment importante pour le coup, parce que, bah, il va attirer toutes les double teams et tout sur lui, sur tous les jeux de course, ce qui va forcément libérer d'autres joueurs sur ta ligne et tes linebackers. C'est hyper important. Choper un joueur comme lui au 4e tour, c'est déjà un style, en fait, tu vois? C'est déjà un style. Le mec est trop important pour ta défense, même si c'est pas une position star. Moi, personnellement, je surkiffe McKinley Jackson. S'il est dispo, comme je t'ai dit, au 4e, pour moi, c'est un peu un no-brainer. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Il a 23 ans, donc il est pas, c'est pas le plus vieux de la QV, c'est pas le plus jeune. Il est vraiment dans, comment dire, dans la courbe normale, tu vois. L'âge moyen. Ouais, l'âge moyen. Et vraiment, pour le coup, ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il soit encore dispo au 4e tour assez facilement. Donc, c'est vraiment un joueur que j'apprécie et que je vous invite à aller voir. C'est pas glorieux, vous ne verrez pas d'action hyper flashy, mais c'est des joueurs qui sont vraiment importants dans votre équipe et qui peuvent changer la donne. Et vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, un bon joueur de sec, quoi. Oui. un bon joueur qui aime la sec. Voilà, Ryan vous a résumé. Le mec a un double team, tu viens, il n'y a pas de problème. Moi, je suis chaud. Le mec, Ah ouais, tu peux lui envoyer toute l'équipe sur lui, il est vraiment, capable. c'est Voilà. impressionnant à voir quand tu vois sa petite taille. De le voir gérer les double teams comme il le fait, franchement, c'est impressionnant, c'est cool, j'aime beaucoup. Et je t'ai dit, en fait, plus je voyais de defensive tackle,
plus je regardais de vidéos, en fait, plus je me suis dit: «Bah ouais, mais lui, genre, j'ai une garantie». Tu vois? Si je le mets titulaire, j'ai une garantie de solidité et on en parlait, tu vois, avec Braden, Fisk. Je sais pas si McKinley sera capable d'avoir un potentiel fou, mais parfois dans sa manière de jouer, il me faisait penser à Derrick Brown, le defensive tackle des Panthers. Donc moi personnellement, je me dis que si déjà il est capable en fait d'élever son niveau de jeu sur le pass rush, et il y a moyen que tu chopes une petite pépite et que dans tous les cas, même s'il reste au niveau où il est actuellement, tu auras un mec très solide sur le run stop. Alors qu'on a Joe qui est en train de parler très certainement à sa femme. Madame. Désolé, excusez-moi. Ouais, non, mais j'ai tout écouté ce que tu as dit, Ryan. Ne t'en fais pas. J'ai pas oublié ce que tu as dit. Et je suis désolé pour ce petit moment de blanc. Mais il y avait quelque chose d'important de l'autre côté. Bon, je pense qu'on était complet sur cet épisode, Ryan. Je te remercie. Vas-y, dis-moi. Petite chose, très rapide, parce que là, du coup, je t'ai donné un petit slipper en nose tackle, tu vois. Mais tu sais que j'ai plein de choses dans ma besace. Et du coup, deuxième slipper, si McKinley Jackson était très fort sur le run stop, petit slipper qui sera extrêmement bon sur le pass rush, mais qui justement a tout à travailler sur le run stop, c'est Brandon Dorlus, defensive tackle d'Oregon, qui d'ailleurs fait un senior bowl extrêmement impressionnant. C'est une petite bombe, c'est de la nitroglycérine sur le pass rush, extrêmement fort, peut-être potentiellement un des meilleurs pass rushers au poste de defensive tackle de la QV. Moi, je l'ai assez bas, je crois que je l'ai un petit peu plus haut que McKinley. Ouais, je l'ai un petit peu plus haut, je l'ai en tant que troisième tour, Brandon Dorlus, parce que justement, je ne peux pas le mettre plus haut à cause de ses manques sur le run stop. Mais on sait à quel point, comme je vous ai dit, le pass rush est important dans la NFL moderne. Et je vous dis, Brandon Dorlus, c'est le genre de joueur, si lui, pour le coup, il bosse sur son run stop, lui peut devenir une sacrée pépite dans les années à venir. Et je vous dis, c'est de la nitroglycérine en barre. Il est extrêmement explosif. Il a un premier pas terrifiant. Il a des jolis pass rush move. Il a une jolie palette de pass rush. J'aime beaucoup ce qu'il montre en pass rush, mais il y a énormément de travail en run stop. Donc, ouais, troisième tour, quatrième tour. Si votre équipe prend Brandon Dorlus pour améliorer le pass rush à l'intérieur de la ligne, ça peut être extrêmement intéressant, je pense. Ok, voilà, c'est parfait, c'est complet. Et merci Ryan. Je vais refaire la petite pub que vous avez l'habitude. Bien sûr, ça bug à ce moment-là. Bref, je vous fais la petite pub pour cette fin d'épisode. Donc, vous pouvez retrouver tous les articles de The Trick Play sur leur site internet. Vous pouvez suivre The Trick Play aussi sur Twitter ou Ryan Scoot Valentin sur Twitter surtout. N'hésitez pas à leur poser des questions, leur dire ce qui va se passer. Petite promo aussi, The Trick Play sera les 3 jours en live à la draft. Franchement, c'est encore un programme de fou. On va se régaler. Suivez The Trick Play avec vous toute la nuit. Si vous vous réveillez insomniaque d'un coup là, sueur froide, vous savez pas quoi faire là pendant la draft, vous allumez Twitch, vous venez nous voir, on sera avec vous toute la nuit. Joe a été avec nous les 2 dernières années. Exact. Donc, c'est pas des blagues quand on vous dit qu'on couvre la draft à 100% du début du premier tour jusqu'à la fin du 7e. C'est pas des lol, on sera là, 7 heures ininterrompues de live. Enfin, si, petite interruption, le temps d'aller faire pipi de temps en temps. Quoique, vu qu'on est souvent 6 ou 7, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aller vite fait au Vater, il y va et le reste de l'équipe est là pour prendre la suite. Donc, vous inquiétez pas, on sera avec vous, on va déconner, on va vous parler des joueurs. Vous aurez nos réactions en direct. Si vous avez des questions sur certains joueurs et que vous n'avez pas forcément eu le temps d'aller lire les articles, c'est le moment aussi, profitez-en pour nous poser toutes les questions et prendre notre ressenti. Et je pense qu'on va bien rigoler. Ouais, on va bien rigoler. En plus, il y aura ça mange des pizzas à toute heure, ça mange des chips, ça mange du bacon. On sera en direct aussi du Québec et tout. Il y aura plein de choses. Surtout, ne manquez pas le live de The Trick Play parce que franchement, ça sera un régal avec
toute la bande. Elio qui va craquer au premier pick des Saints, Val qui va craquer au premier pick des Packers. Voilà, on va vivre des moments exceptionnels. Guigui Moi qui risque de craquer aussi au premier pick de Washington. Guigui avec les Steelers, ça va être fou. Voilà, bref. On va aller chercher JJ McCarthy. Je vais éclater mon écran en direct. Ça va être magnifique. Il y a déjà eu un écran, il y a déjà eu, je crois, un PC qui a volé ou un PC qui a volé une fois. Mais c'était pas le live de The Trick Play, je crois. C'était encore pas en live. Je crois que le PC de Val avait morflé. Je crois qu'il y a eu une autre année où Val a éclaté son casque. Ouais. Mais ouais, enfin, bref, des connes. Des trucs passionnants, mais c'est voilà, c'est la passion qui parle, c'est la passion qui parle. Bref, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous garde une bonne journée, parce que moi j'ai pas le temps. Merci Ryan, merci à la team The Trick Play. Ciao tout le monde.